Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Jumpscare, le podcast qui dissèque, désosse et découpe tous vos films d'horreur préférés. Dans cet épisode, nous changeons radicalement de registre. Fini le confort des films d'horreur américains des 80s, fini Ari Aster et ses mommy issues, direction Hong Kong et bonjour à un cinéma légèrement plus transgressif, car aujourd'hui nous allons bien sûr parler de la fameuse catégorie 3. Pour les auditeurs et auditrices qui ne connaissent pas, la catégorie 3, qu'est-ce que c'est ? Plusieurs choses. La catégorie 3, c'est plus une classification qu'un genre à proprement parler, puisqu'en effet, en 88, l'entité gouvernementale en charge de la classification des films à Hong Kong décide de séparer les films en 3 parties. La catégorie 1, film tout public, catégorie 2, film non destiné à un jeune public, et la fameuse catégorie 3, qui nous intéresse ce soir, des films strictement interdits aux moins de 18 ans. C'est dans cette catégorie qu'on retrouve des réalisateurs qui envoient bouler toute forme d'éthique et de morale pour mettre en scène des films d'exploitation parfois complètement turbogore débiles comme le cultissime Story of Ricky, ou des films bien plus méchants comme le film qui nous intéresse aujourd'hui, peut-être le film porte-étendard de la catégorie 3, Ebola Syndrome, réalisé par Herman Yeo avec Anthony Wong dans le rôle principal. Acteur très habitué des productions de la catégorie 3, mais pas que, puisqu'on le retrouve aussi chez des cinéastes plus cultes comme John Woo avec À toute épreuve, et parfois même dans des adaptations live de manga avec Initial D. Ebola Syndrome raconte l'histoire d'un gros pervers sexuel violent interprété par Anthony Wong qui, après avoir massacré quelques personnes à Hong Kong, s'exile en Afrique du Sud pour faire profil bas. Mais une fois là-bas, il viole une femme atteinte d'Ebola, contracte lui aussi le virus, et se met à le propager à travers tout le pays par pure méchanceté, en crachant sur les gens qu'il croise dans la rue, et en donnant à manger aux clients du restaurant où il bosse les restes des cadavres infectés des gens qu'il tue sur son passage. Vous voyez directement qu'on part dans un délire un petit peu plus hardcore que d'habitude, donc petit disclaimer quand même, évidemment si c'est pas votre cam, c'est pas grave du tout, toute l'équipe n'approuve évidemment pas ce qui se passe dans le film, pour des raisons évidentes. On va surtout parler du côté historique de la chose, c'est un film qui est assez passionnant parce qu'il a apporté au genre, parce qu'il est devenu vite culte par sa violence, et par sa rareté aussi. Parce que Mathieu, tu pourras nous en parler un peu mieux tout à l'heure, parce que tu es un spécialiste du genre. C'est un film qui était introuvable pendant des années. C'est un film qui est sorti en 96, mais il a fallu attendre quand même des années pour que le premier DVD sorte, et il est disponible en haute définition que depuis 2 ans, si je me trompe pas. Voilà. Donc, mais je parle un petit peu trop. Il est temps quand même de présenter les malades qui se sont infligés de la catégorie 3 pendant 48 heures avec moi. Dario du podcast Plan Plan. Salut. Mylène de la chaîne YouTube Welcome to Primetime Beach. Salut. Amélie du festival de cinéma On vous ment. Bonsoir. Lily, chroniqueuse sur le blog du cinéma. Hello. Et notre spécialiste de la catégorie 3, Mathieu de la chaîne YouTube Le Coin du Bis. Bonsoir, ça va chier. Le ton est donné. Je vais pas demander si vous connaissez le film parce que de tête, tout le monde connaît le film ici. Non. Eh bah écoute Dario, dis-nous comment tu as découvert le film. Bah j'ai découvert le film quand j'ai reçu un message de Romain qui m'a dit semaine prochaine du coup on parle de The Blob et Ebola Syndrome. J'ai pas du tout lu de synopsis avant de lancer. Oh waouh. C'est fabuleux mec. En plus je t'envie presque. J'ai chopé la grippe entre temps et du coup on me dit non mais regarde-le quand t'as la grippe tu vas voir c'est hyper bien. J'ai bien fait d'attendre. Ouais, c'est le pur 4DX, c'est incroyable. Bah du coup, on commencera par toi pour l'opinion après, si ça te dérange pas. Ça marche. Et aux autres, du coup, je vais plutôt demander la question, c'est plutôt quand le film est entré dans votre vie de cinéphile, parce que c'est un film qui est assez vénère pour plein de raisons qu'on va voir juste après. Et souvent, la première rencontre avec ce film, tu t'en souviens ? Par exemple, Lily. Moi, je connaissais Ebola Syndrome, pas par la catégorie 3, que je connais très peu, en fait. Moi, le film, j'ai découvert quand j'étais étudiante, parce que j'ai une passion pour le psycho-killer movie. Donc, les films qui mettent en scène des tueurs en série, des tueurs psychopathes et dérangés. Simplement parce que, comme beaucoup de gens, j'ai un plaisir sadique, masochiste plutôt, qui consiste à me confronter à la manière dont on peut filmer la psyché d'un tueur de l'intérieur. Comme beaucoup de personnes, pour moi, ce sont des personnages qui me répugnent et qui me fascinent en même temps. Donc, quand j'étais étudiante, je m'étais fait un petit tour d'horizon du genre et j'étais tombée sur Ebola Syndrome au milieu et Dr. Queen, femme médecin. Tout à fait. Voilà. Ebola Syndrome, Dr. Queen, American Psycho, Henry, Portrait of a Serial Killer. Et donc, je tombe sur Ebola Syndrome au milieu de tout ça et ça m'a fait une super forte impression parce qu'il est vraiment à part dans ce genre.
Ça a été vraiment un énorme choc parce qu'il était plus fou, plus crade et plus violent que tout ce que je connaissais. Donc oui, c'est un film que j'ai déjà vu plein de fois et que j'apprécie énormément. Mylène, toi de ton côté, comment t'as rencontré Ebola Syndrome? Eh ben, moi, j'aurais pu aller boire une pinte en terrasse et finalement, mes amis m'ont dit « Viens en salle obscure avec nous, pour les adultes, tu vas kiffer ». J'aurais pas dû les écouter. Oh mon Dieu. Non, en vrai, ça s'est pas trop mal passé. Il y avait Mathieu dans le lot et ils m'ont tous dit « Viens, ça va être une super expérience. Ça va être incroyable ». Le piège. Et en vrai, j'y suis Mais allée non. un peu en boudant. J'avoue, j'ai boudé. Vraiment, sur le chemin, j'ai boudé. Et à la fin, tu m'as dit merci. Alors merci, tu vas loin quand même Mathieu, tu vas très très loin. Mais en vrai, j'ai pas passé un mauvais moment. Au début, j'ai passé un mauvais moment. Et quand après, il y a eu tout ce truc très grotesque autour justement des crachats, en parlons-en des crachats, et ben en fait, je suis un peu rentrée dedans et j'ai kiffé. Bon, à la fin, j'étais quand même très fatiguée, je criais Ebola dans la rue, et je pense que le film a eu raison de moi quand même. Mais j'ai pas passé un si mauvais moment. Dit-elle, alors qu'elle vient de dire qu'elle a passé du temps à crier Ebola dans la rue après avoir vu le film. Mais j'avais pas de hachoir. Je n'avais pas de hachoir. Ouais, bah, Ah, bah, ça va. heureusement. Ouais, Ça va, finalement, ouais, tout va bien. Toi, Amélie, du coup? Eh bien, moi aussi, je l'ai vu aux hallucinations collectives. J'étais à la même séance que Mylène et je fais partie des gens qui l'ont traîné à la séance. Moi, j'avais déjà vu The Untold Story, qui est un petit peu son double maléfique, on va dire, qui raconte un petit peu la même histoire, mais sous un œil et sous un axe complètement différent. Et moi, je préfère The Untold Story. Même si j'aime bien le côté foutraque et foufou de Ebola Syndrome, mais je le trouve moins glaçant que The Untold Story, que je trouve vraiment très choquant, par contre. Et du coup, voilà, je l'avais découvert aux hallucinations collectives et le voir sur grand écran avec plein de gens qui aiment bien les films foufous, c'était une très très bonne expérience et merci aux hallucinations collectives, ils se reconnaîtront s'il y en a qui écoutent. Ouais, c'est un film à voir en salle. Moi, je l'ai vu à Nantes, sur grand écran aussi, à l'Absurde Séance, festival dans lequel je bossais, et on l'a diffusé, le dernier master aussi, en même temps que vous, quasiment. Et les réactions en live sont vraiment à voir et à entendre, parce que ça fait vraiment l'ambiance du truc. Je l'ai revu pour le podcast, seul, chez moi. Je vous avoue, c'est un peu plus froid comme ambiance, d'être devant ce genre de film. T'es un peu seul avec toi-même, tu te dis, putain, qu'est-ce que je fais de ma vie, quoi. Sachant que j'avais revu aussi quelques temps avant pour le bistrot sur Filmo, parce qu'on avait parlé de films un peu crado et il y avait Ebola Syndrome dans le lot. Donc voilà, je me retrouve très souvent face à ce film que j'aime, hein, j'en parlerai tout à l'heure, mais il revient trop souvent dans ma vie de cinéphile et ça me fait mal. Je commence à en avoir un peu marre de voir Anthony Wong qui crache sur des gens de l'Ebola. sans... ouais, voilà. Mais du coup, et toi Mathieu, dis-nous tout. Alors, je vais essayer de faire court. Moi, ça s'est passé en 2 temps. Quand j'étais adolescent, enfin, je pense comme beaucoup d'ados de mon âge, j'ai découvert donc le cinéma asiatique et notamment le cinéma hongkongais, et je suis tombé vraiment amoureux de ce cinéma, de cette énergie et de la folie qui s'en dégageait, quoi. Donc j'ai commencé à bouffer des films de Jet Li, de Jackie Chan, de John Woo, de Tsui Hark, tout ce que je pouvais choper. Et par la suite, j'ai acheté un énorme bouquin qui s'appelle l'Encyclopédie du cinéma de Hong Kong. Et il y a un tout petit article, enfin même pas un article, c'est quelques lignes à peine dedans qui concerne la catégorie 3. Donc je me suis dit, tiens, c'est bizarre qu'un truc qui a l'air complètement dingue en fait soit pas plus développé que ça dans un bouquin qui est pourtant énorme. Et j'ai gardé ça dans un coin de ma tête. Et après j'étais comme beaucoup de personnes en fait à l'époque, au début des années 2000, j'étais sur internet, sur un site qui n'existe plus, qui s'appelait dvdrama.com, et dans lequel il y avait beaucoup de discussions dans les forums. Donc moi j'étais très actif à l'époque et à ce moment-là, et il y avait notamment un truc qui était assez régulier, que moi j'adorais par-dessus tout, qui s'appelait le coin du cinéphile, et qui était écrit par Romain Loverne. Alors, Romain Loverne, c'était, puis c'est d'ailleurs toujours, je crois, un de mes critiques préférés, qui m'a fait découvrir énormément de films complètement ravagés. Et j'aimais déjà bien à l'époque en fait les films qui sortaient un petit peu de l'ordinaire, mais parmi tous les films qui critiquaient, enfin quasiment chaque semaine, il y avait à un moment donné Ebola Syndrome. Donc je vois ce truc-là, je vois qu'il est question de catégorie 3, et là je fais le rapprochement entre l'article de Romain Loverne et ce que j'avais lu dans le bouquin sur l'encyclopédie du cinéma de Hong Kong, et là je me suis dit il faut à tout prix que je vois ce film. Donc le DVD n'existant pas encore à l'époque, enfin en tout cas le film n'était pas encore sorti, je l'ai cherché pendant un moment. Au bout d'un moment j'ai lâché l'affaire et je l'ai juste téléchargé comme un gros porc, et je me rappelle avoir vu ce truc très tard chez moi tout seul le soir et avoir totalement halluciné sur ce que je regardais. Il y avait tout ce que j'aimais en fait dans le cinéma hongkongais, mais il y avait en plus des trucs qui étaient que je pensais ne jamais voir dans un film.
des séquences gore épouvantables, une espèce d'absence totale de morale qui est vraiment le truc par lequel on peut clairement définir la catégorie 3. C'est pas forcément une catégorie de films ultra gore dégueulasses ou quoi, mais par contre c'est des films qui pissent littéralement sur la morale, quoi. Et c'est un film qui est à la fois extrêmement drôle et extrêmement choquant, et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, enfin le film c'est un ovni total, et en même temps j'ai l'impression que c'est une porte d'entrée vers quelque chose que je connais pas, et il va falloir que je découvre tous les autres parce que j'ai l'impression qu'il y en a des tonnes, quoi. Donc ça a été Ebola Syndrome, ça a été clairement il y a eu un avant et un après, quoi. Porte d'entrée, c'est le mot, parce qu'en plus c'est vrai que le film il est abject, voilà, faut le dire, mais que tu le trouves lui si tu veux, et quoi qu'il arrive, ça t'ouvre la porte vers tout ce qu'il y a derrière. Malheureusement, vous avez parlé de Untold Story et tout le genre qui va avec, qui en plus depuis quelque temps devient disponible en bonne définition, en physique, sur des plateformes, et c'est un effet assez néfaste, parce que tu te dis putain c'est quoi cet ovni, puis en fait tu te rends compte que non, il y a 1000 ovnis qui sont pires, qui sont juste derrière et qui t'attendent pour te traumatiser. Ouais, ce qui est assez paradoxal d'ailleurs, parce que le film est sorti en 1996, et 1996 on est quasiment, peut-être pas à la toute fin, mais on est sur les dernières années de gloire de la catégorie 3, et le film c'est à la fois une espèce de porte d'entrée qui nous ouvre en fait à tout ce qui a précédé, et en même temps c'est limite le champ du cygne, c'est-à-dire que à partir du moment où la rétrocession à Hong Kong arrive, donc en 1997, ce type de film devient de plus en plus compliqué à produire, parce que de fait voilà, il faut à partir de 97 il faut que les films se vendent aussi en Chine, et les Chinois détestent ce genre de truc. Enfin, il y a plein de tabous en fait qu'il faut totalement éviter si on veut que le film soit rentable, et à partir de 97 les films de catégorie 3 se font de plus en plus rares, et d'une certaine façon Ebola Syndrome c'est un petit peu le feu d'artifice final, quoi. Mathieu, je pense qu'il faudrait peut-être que tu expliques ce que c'est la rétrocession. Ouais, alors concrètement en fait ce que tu disais Romain tout à l'heure, c'est que en 88 il y a eu un système de classification qui a été créé, donc catégorie 1, 2 et 3. Ça vient en fait par rapport au tout début des années 80, où il y a une espèce de changement au niveau des goûts et des attentes des spectateurs. Voilà, la Shaw Brothers qui fournissait des films à l'appel depuis pas mal de temps commence très clairement à décliner, se tourne petit à petit vers le cinéma érotique et le cinéma d'horreur. Donc il y a pas mal de films qui sont entre guillemets pré-catégorie 3 qui sont sortis dans la première moitié des années 80. Black Magic, Seeding of a Ghost, Killer Snake et quelques autres. Man Behind the Sun. Man Behind the Sun, ouais, qui paradoxalement en fait est souvent cité comme étant un des tout premiers, voire peut-être même le premier film de catégorie 3, mais c'est pas forcément un film hongkongais, c'est surtout un film chinois de base. Et le film est allé tellement loin qu'on a tendance à le classer dans la catégorie 3 et à dire voilà, la catégorie 3 est née en fait avec ce truc-là, alors que c'est pas tout à fait vrai. Mais grosso modo, voilà, il y avait pas mal de changements au tout début des années 80, et le contexte de la rétrocession qui arrivait, le goût du public pour le cinéma horrifique et toute une nouvelle vague en fait qui arrivait sur le devant de la scène avec Tuerk en tête, et des films complètement ravagés comme L'Enfer des Armes qui poussait quand même la provocation très très loin, faisait que voilà, il y avait besoin en fait de créer une classification. Or le système de classification à Hong Kong n'existait pas. Il y avait une censure qui s'appliquait dans les films hongkongais, je crois depuis les années 50, mais c'était totalement n'importe quoi. C'était vraiment le gouvernement qui décidait si oui ou non un film devait être visible par tous ou pour les adultes, quoi. Et vraiment il a fallu attendre 1987, une espèce de scandale qui était relevé par l'Asian Wall Street Journal, qui disait grosso modo qu'en fait après une enquête ils avaient trouvé que le gouvernement n'avait absolument aucun droit légal de censurer des films, et par conséquent il y avait plein de spectateurs qui n'ont pas pu voir des films auxquels ils avaient droit, quoi. Donc c'est voilà, suite à ça que la classification a été créée en 88, et à partir de ce moment-là on a commencé aussi à compter les années qui séparaient le moment présent de la rétrocession 1997, parce qu'en 97 c'est le fameux moment où au 1er juillet Hong Kong n'est plus rattaché au Royaume-Uni mais va être rattaché à la Chine. Et autre événement important aussi, en 1989 il y a le massacre de la place Tiananmen, avec cette fameuse image que tout le monde connaît avec le monsieur dont on n'a jamais connu l'identité, qui se retrouve en fait seul face à une rangée de tanks, et le carnage qui a suivi. Et du coup, dans la tête d'un Hongkongais, c'est l'angoisse totale, parce que même si ces images ont fait le tour du monde, pour Hongkongais, c'est horrible en fait, parce qu'on se dit voilà, aujourd'hui, je suis dans un truc qui appartient au Royaume-Uni.
c'est un système capitaliste, enfin je vis à peu près convenablement. Mais en 97, il va se passer quoi? Alors, en 97, c'est la Chine qui va reprendre le dessus, c'est le communisme et tout, et tout le monde en fait avait en tête les images du massacre de la place de Tiananmen. Et les films de catégorie 3, c'est aussi ça, c'est des films qui se font avec en ligne de mire cette date butoir du 1er juillet 97, et c'est une espèce de gros défouloir dans le sens... Voilà, c'est entre guillemets Est-ce que ça explique la folie en fait des films? Ouais, c'est une petite partie. La folie pure qu'il peut y avoir dans les films de catégorie 3, ça peut s'expliquer de cette façon. C'est-à-dire que c'est des films de fous furieux faits par des personnes qui sont totalement angoissées par leur avenir et qui profitent de leurs dernières années de liberté entre guillemets pour pousser tous les potards à fond et pour parler aussi indirectement de leurs angoisses et de tout ce qui leur fait peur en fait. C'est vraiment des films à la fois de sales gosses, mais de sales gosses profondément angoissés quoi. Et du coup ça se retrouve dans Ebola Syndrome, puisque en effet c'est un film qui parle du virus Ebola, qui a eu pas mal d'épidémies dans les années 80-90, surtout au Gabon, 94-95, il me semble, et le film est enfin en 96, je pense que ça répond un petit peu à ça, voilà, ils aiment bien placer ce genre de choses. Alors après, Ebola Syndrome, c'est un film qui est particulièrement méchant, et qui se sert, je trouve, et tu m'arrêtes si je me trompe Mathieu, parce que je veux pas dire de la merde, de l'aspect politique, vraiment très très peu, au final, à part dans les scènes en Afrique, qui expliquent l'arrivée du virus en ville. Mais je trouve que c'est plus une sorte de défouloir pour Anthony Wong, qui va juste s'éclater dans le rôle du gros connard, parce qu'il le joue très bien. Il y a la tête qui va avec ça, en tout cas je trouve. Il y a la moustache, il a le look. Il joue aussi des connards chez John Woo, hein, c'est ce genre de mec qui fait pour ça. Dans The Untold Story, il joue vraiment le même rôle, mais beaucoup moins pathétique. Il est beaucoup plus psychopathe glaçant, quoi. Il fait exactement parce que c'est plus premier degré aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Je l'ai vu comme une sorte de récréation. C'est horrible ce que je vais dire, hein, Ebola Syndrome, récréation, ça va pas ensemble, mais dans l'esprit du dernier acte du film, désolé pour ceux qui n'ont pas vu le film, allez sur Shadows, il est disponible, le film. On aime bien Shadows, on en profite pour les placer là. Et le film, il est en très bonne copie maintenant, disponible en HD. Faites-vous un petit kiff, petite pizza, petite bière, et éclatez-vous. Petit anxiolytique. Ouais, petit Xanax. À voir au petit déjeuner. Je conseille le petit déj et Ebola Syndrome, ça fonctionne très bien ensemble. Ouais, c'est ça. Mais mettez vos ceintures. On va spoiler un petit peu, mais si vous en foutez, let's go. Le dernier acte du film où ça y est, Anthony Wong part en couille en fait et se met à cracher sur tout le monde, à courir partout, à tuer des gens et poursuivre dans la rue. Je trouvais ça fantastique en fait, d'à quel point ça y est le film. En fait, que dans la retenue, je trouve dans la première heure. Alors, retenue, ça commence par une agression sexuelle avec du pipi, plein de trucs un peu horribles. Mais en fait, Ebola Syndrome, on me l'a survendu. Pendant des années, en fait, le film, il était un peu l'objet d'un mythe, c'est qu'il est dur à trouver, et que c'est un film abject, odieux, immoral, tout ce que tu veux. Donc dans l'esprit des cinéphiles, même des plus vieux, hein, je me souviens de Christophe Lemaire quand on parlait au bistrot, quand le film n'était pas disponible, c'était ça pour eux, c'était putain, mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. Tu vois le film et tu te dis putain, c'est pas si gore que ça. Mais c'est méchant, en fait. C'est ça, en fait, qui fait que le film te chope, c'est qu'il est abject sur ce qu'il montre et sur ce que le personnage principal fait. C'est un des protagonistes les plus odieux du monde du cinéma, je trouve. Donc je trouve ça marrant en fait qu'un truc aussi débile, pas débile au sens c'est con, mais au sens on s'en fout, on y va dans la méchanceté à fond, soit au final autant chargé politiquement de base. C'est ça qui moi me fait rire. Moi c'est ça qui me fascine en fait, c'est que derrière la plupart des alors c'est pas non plus tous, hein, faut pas exagérer, mais derrière quelques grands classiques de la catégorie 3, il y a toujours ce que je disais tout à l'heure en fait, cette espèce de petite angoisse et des petites métaphores cachées sur l'arrivée de la rétrocession, quoi. Et moi, Ebola Syndrome, je le vois un peu comme ça, même si, encore une fois, voilà, c'est pas un film qui brille par son discours politique, parce qu'il est quasiment absent. Le personnage d'Anthony Wong, moi, je le vois comme une espèce de chaos absolu. Enfin, le mec, en fait, va foutre en l'air une ville à lui tout seul, et pour moi, il symbolise parfaitement l'angoisse que peuvent avoir tout un peuple en fait. Parce qu'il faut rappeler une chose aussi, c'est que l'histoire de Ebola Syndrome et de The Untold Story, c'est plus ou moins adapté d'un fait divers qui s'était passé à Macao, je crois, où un restaurateur a assassiné tout un restaurant, enfin toute la famille qui avait dedans. Et dans le cinéma de catégorie 3, le méchant, c'est souvent le chinois.
c'est jamais vraiment dit de manière très très claire, mais si on creuse un petit peu, il y a toujours ce truc du voilà, le méchant il vient de l'extérieur et très très souvent il vient de la Chine, quoi. Ok, j'ai pas eu ça sous cet angle-là, en effet c'est super intéressant. Moi je voyais aussi la peur des virus, évidemment, parce qu'on parlait tout à l'heure d'Ebola au Gabon, etc. Mais ça fait un peu écho, si tu veux, au début 2020, quand on avait vraiment peur des gens dans la rue, si tu veux, avec le début du Covid, où tu voyais des gens avec des masques faits maison, qui ressemblaient à rien, etc. Et si t'avais le malheur de tousser dans un magasin, ça y est, c'était fini pour toi. Ouais, ou dans le tram. Ouais, prendre le tram. Quelqu'un qui toussait dans le tram, c'était tout le monde. C'est ça, pendant un temps, taper un check, c'était un truc fait vraiment par des gros fous. Et le film, du coup, résonne encore, tu vois, maintenant, 30 ans quasiment après. Et je trouve ça vachement bien. Surtout que toute la mise en scène autour de la propagation du virus, elle est hyper intéressante. Moi, je sais que c'est ce qui m'a beaucoup plu dans le film. Parce que du coup, toi, tu sais qu'il a ce virus en lui et qu'il est porteur sain. Et en fait, c'est un gros dégueulasse. Je veux dire, il mange, il a séché ses doigts, il mange une glace, il en fout partout. La serveuse, il transpire. C'est ça, il va dans une boutique, il se gratte le nez, il se frotte contre le truc. Il demande aux prostituées de le lécher. Enfin, et en fait, c'est ça qui te dégoûte parce que toi, tu sais, tu vois, vraiment, il éternue sur les gens. Et en fait, tout est fait pour qu'il soit dégueulasse, vraiment. Et du coup, tu vois la propagation, tu te dis, mais ça ne va jamais s'arrêter. En fait, ils vont le retrouver par le virus qu'il est en train de propager. Et ça, je trouve ça m'a beaucoup fait rire. Mais grave. Mais alors, du coup, c'est bien beau l'avis de tous les spécialistes et des habitués de ce genre de trucs un peu extrêmes. Mais Dario, comment t'as vécu Ebola Syndrome, toi ? Bah du coup, comme je disais tout à l'heure, moi je suis allé sans savoir un peu, sans connaître le film du coup. Il y a juste quand j'ai lancé Shadows et que j'ai vu vite fait le synopsis, je vois déjà que ça parle d'agression sexuelle et tout dès le début. J'ai dit oh putain, et pourquoi je me suis pas renseigné avant, parce que ça va être sportif. Bah du coup, malgré tout, je comprends en fait qu'on trouve le film divertissant. Il est un petit peu comme Cannibal Holocaust en fait, où il y a des gens que ça peut répugner à donf et des gens qui peuvent trouver justement des choses intéressantes ou des choses à dire sur le film. Moi, par exemple, Cannibal Holocaust, je trouve que c'est un très très bon film, malgré tous les problèmes de morale qu'on peut y trouver. Il y a pas mal de choses à dire, je trouve que c'est un film intéressant. Je trouvais du coup que quand même, politiquement, le film dit quelque chose, parce que c'est quand même hyper nihiliste pour le coup. Surtout la fin. Si on peut, on jump vite fait à la fin, où du coup, on comprend que même si Kay, du coup, c'est comme ça qu'il s'appelle le personnage Kay, je sais pas comment ça se prononce, il finit par se faire arrêter, tout ça. Il y a un chien qui bouffe un bout de peau qui s'était découpé juste avant, qui était tombé par terre, horrible, hein. Voilà, je trouvais ça dégoûtant. Et après, le chien vient lécher la glace d'une petite fille. Enfin, du coup, tu comprends que c'est pas fini. Et du coup, je trouvais que c'était un peu hors propos par rapport au reste du film, dans le sens où le film, je l'ai un peu vécu comme une espèce de comédie noire, tu vois, quand même. Ouais. Alors, très poussé, mais il y a quand même un petit côté, c'est pas juste un film d'horreur dégoûtant, il y a un peu une comédie. Et la fin, ça sort un peu de nulle part, donc il y a quand même une volonté de dire quelque chose avec cette fin-là. Et du coup, moi, j'étais pas du tout au fait de la catégorie 3, tout ça. Donc, tout ce que Mathieu a dit, je le comprends. Enfin, je comprends du coup comment ça peut influer les choix qui ont été faits, du coup, notamment la fin. Le film a quand même une qualité aussi, je sais pas si... Alors peut-être que c'est moi qui ai un problème, et là on va pouvoir en discuter, mais il y a eu un petit effet Devil's Reject où au bout d'un moment tu commences à le trouver un peu marrant en fait, ce personnage, alors que depuis le début en fait on te le montre comme un mec horrible, tu vois, genre un espèce de gros porc qui agresse les gens. Syndrome de Stockholm. Je suis pas tout à fait d'accord. Un peu de ça. Ouais. Et moi, au bout d'un moment, genre cette scène là avec le hachoir dans la ville où il crache sur tout le monde, en fait, il crache son sang et tout, j'ai trouvé ça tellement ridicule que en fait ça devient un peu marrant, tu vois, et du coup il y a un petit côté en fait, c'est moins poussé que dans Devil Reject, mais c'est la situation qui est marrante, mais pas lui, en fait. Ça. Non, oui, évidemment. Lui, ça reste un gros porc dégueulasse, hein. Franchement, d'un bout à l'autre, on n'arrive pas à l'apprécier. Hein. Enfin, personnellement, j'y arrive pas. Je dis pas que je l'apprécie, mais je dis juste qu'au bout d'un moment, tu sais, t'es habitué à le voir, ça fait 1 heure que tu le vois faire des trucs horribles et tout. Tu t'es un peu habitué finalement, tu vois, tu dis oui, bon, il est dégueulasse, oui, d'accord, il fait des trucs comme ça. Est-ce que c'est pas juste que tu t'es habitué au film plutôt que au personnage? Peut-être que le film parce qu'à un moment tu le suis, tu captes comment ça fonctionne, tu captes un peu où ça va, je pense que... Ah oui, mais je dis pas que je voulais qu'il survive au film et qu'il y ait une suite et que...
Pas du tout, mais c'est juste que le MCU Ebola syndrome. Voilà, sais, ça. Le film, je trouve que vers la fin, il essaye quand même un petit peu, tu vois, de jouer avec ce truc-là, un peu comme Devil's Reject, où il y a où il retrouve un peu son amour d'enfance qu'il a dû abandonner parce qu'il avait tué 3 personnes et qu'il a dû se barrer en Afrique du Sud. Donc je trouve que le film essaye, je dis pas qu'il réussit parce que bon, voilà, mais il essaye un petit peu de te dire ça va, il y a quand même genre 1% de lui, tu vois, à sauver, il a une histoire, tu vois. Et du coup, je trouvais ça intéressant. Je dis pas que ça fonctionne ou quoi, attention, hein, C'est vers la fin du film, c'est à partir du moment où il commence à dépenser l'argent qu'il a volé et s'acheter des beaux vêtements et à prendre des douches surtout. Là, pendant 2 minutes, on se dit tiens, il va peut-être se ranger un petit peu, il va peut-être se calmer, mais très très rapidement, enfin le côté psychopathe du gars reprend le dessus et non, il y a rien à sauver chez lui et il y a rien à sauver chez personne en fait dans ce film. C'est ça, la nausée, elle est présente durant tout le film. Mais personne n'y croit en fait. Pour moi, pour moi, il retrouve son ex pas par amour, hein, pour avoir une meuf à baiser à volonté. Hein. C'est tout ce qui l'intéresse. Son truc dans la vie, c'est baiser. Voilà. Et d'ailleurs, en témoigne le fameux viol. Oui. Voilà. Il a que ça en tête. Oui, les viols, en effet. Et il veut en fait ce que son patron en Afrique du Sud a. C'est-à-dire une nana un peu mignonne qui peut baiser dans tous les sens. Et il veut aussi l'argent, un petit peu de pouvoir. Et en fait, c'est ce qu'il essaye de construire une fois qu'il a volé l'argent quand il revient à Hong Kong et qu'il retrouve cette nana. Mais c'est absolument pas par amour ou parce que d'un coup, il a retrouvé une part d'humanité. Ah non, il a aucune part d'humanité. Tu l'as aimé, toi, le film, Lily ? Ah oui. Alors moi, c'est un film que j'aime beaucoup. Alors moi, c'est en dehors du propos politique de catégorie 3 que j'avais pas à la base. Moi, je trouve que c'est un immense psycho-killer movie. Parce que, justement, pour rebondir sur ce que tu disais, Dario, il ne nous épargne pas. Tout est du point de vue de Kay, pour qui, à mon sens, il n'est jamais possible d'éprouver la moindre empathie, contrairement à d'autres films du genre, comme je pense à Maniac de William Lustig, par exemple, où on peut ressentir un peu de pitié pour le tueur, qui est quelqu'un de triste, de seul, qui a été maltraité dans son enfance. Et ça nous raccroche à notre humanité, c'est ce qui nous aide à supporter le film. On n'approuve pas le personnage, mais on comprend pourquoi il est comme ça, et c'est pour des raisons compréhensibles. À l'inverse, Kai, comme je disais, c'est un gros porc dégueulasse, il est mauvais, il est sanguinaire, on n'a jamais aucun affect pour lui. C'est éprouvant de tout vivre de son point de vue. Mais c'est là où le film devient pervers. C'est pour ça je suis en partie d'accord avec toi quand même, Dario. Il y a aussi un côté jubilatoire. On a envie de voir jusqu'où il pourrait aller dans la dégueulasserie, parce que aussi le film lit d'autres genres, comme c'est souvent dans le cinéma, comme ça arrive souvent dans le cinéma asiatique. C'est aussi une comédie d'un mauvais goût et d'un humour douteux. Comme tu disais, Romain, la conclusion finalement, c'est que c'est un film de sale gosse, d'une violence vraiment extrême, quoi. Il y a 2 viols, une autopsie en gros plan, une torche humaine, des crânes écrasés, un enfant mort, de la violence animale, tout ça dans le même film. Oui, ça donne un côté un peu grotesque et drôle aussi dans l'attitude du personnage. Mais pour moi, on sait pas trop si on doit rire ou s'offusquer. Ça procure réellement un sentiment dérangeant, et pour moi, c'est l'essence d'un bon psycho-killer de movie, comme l'est aussi Untold Story d'ailleurs. Alors oui, est-ce qu'on peut faire un petit point sur ce que c'est qu'Untold Story, pour ceux qui connaissent pas ? Quelqu'un l'a vu ? Mathieu, Lily ? The Untold Story, c'est un des précédents films de Hermanio, donc qui réalise Ebola Syndrome, et c'est un film aussi avec Anthony Wong, qui est basé encore une fois sur la même histoire. Et la seule différence entre guillemets au niveau du scénario, c'est que là il n'y a pas le truc d'Ebola, c'est juste le gars qui travaille dans un restaurant, qui assassine des gens, qui se sert de leurs cadavres pour confectionner de la bouffe. Untold Story, il n'y a pas vraiment le côté humoristique, même pas du tout. Et le personnage incarné par Anthony Wong, il est plus tout à fait aussi pathétique et peut-être un petit peu drôle que dans Ebola Syndrome. Là, il est carrément flippant, quoi. Il a le crâne rasé, il a des grosses lunettes, il a l'air énervé tout le temps, et il y a certaines séquences qui sont parmi les plus abominables de toute la catégorie 3. Je pense notamment à la scène finale où il y a le fameux massacre en question, où le personnage d'Anthony Wong massacre pas mal de gamins les uns à la suite des autres, et on voit clairement que les petits qui doivent avoir
4-5 ans, enfin grand maximum quoi, sont absolument terrorisés par l'acteur qui est en face d'eux et ça finit dans un bain de sang et dans les larmes et tout et c'est typiquement le genre de film qui serait impossible à faire aujourd'hui. Le grand frère un peu plus énervé qu'Ebola Syndrome. Ouais. C'est plus sérieux, mais il y a un truc un peu grotesque sur la fin quand justement les policiers veulent tenter de savoir ce qu'il a fait et que du coup en fait en gros ils arrêtent pas de commander chez lui, ils mangent sa nourriture régulièrement, ils sont très très fans de sa nourriture et du coup ils sont en train de le faire avouer et là en fait ils vont apprendre que ce qu'ils mangent depuis le début c'est de la chair humaine, c'est des enfants et du coup ça je trouve que cette scène nous on le sait, il y a une montée en tension qui est hyper intéressante et là il y a vraiment un mix entre l'horreur extrême et ça en devient presque drôle, en fait. Tellement la situation, elle est improbable. Les flics sont un peu drôles dans The Untold Story. Ils sont ridicules. Et en fait, ils permettent la soupape de sécurité un petit peu parce que sinon, le film est vraiment très intense et très violent. Et c'est vraiment un film où on voit de la violence policière, où on voit de la violence en prison... où on voit effectivement des enfants se faire découper et transformer en raviolis. Et du coup, cette bande de flics, un peu le Scooby Gang, avec leur chef qui ramène des jolies prostituées, à chaque fois il en a une différente, et eux qui se comportent un peu comme des gros débiles, et en plus il y a une fille dans l'équipe, elle essaye un peu de se faire bien voir et tout ça. C'est un peu les petits moments drôles du film pour que tu puisses respirer en fait, que tu aies un petit moment un peu drôle. Mais d'une manière générale, en fait, dans beaucoup de films hongkongais, même les films les plus durs sur le papier, il y a toujours des moments de comédie quoi. Même dans des gros films d'action du style À toute épreuve avec Anthony Wong d'ailleurs, encore une fois, il y a des moments qui sont drôles quoi dans le commissariat. Enfin vraiment la comédie ça fait vraiment partie intégrante du cinéma hongkongais, quel que soit le genre quoi, à des niveaux plus ou moins élevés. De manière super fluide. Tu cites À toute épreuve, mais d'ailleurs c'est un des meilleurs films du cinéma. J'ai envie de le dire, je le place d'ailleurs au passage. Chopez-le si vous pouvez. Ouais, si jamais le cinéma hongkongais pour vous c'est un peu du chinois là par rapport à tout ce qu'on raconte depuis le début. Voilà, À toute épreuve, c'est la meilleure porte d'entrée qui soit. À toute épreuve, John Woo, 1991, foncez. C'est ça, Momo dit, mais masterclass total en termes de cinéma d'action, en termes de cinéma, en termes d'image, en termes d'acting, c'est une folie. Pour revenir au sujet principal, Amélie, toi, Ebola Syndrome du coup. Alors je crois que c'est Dario qui disait que c'était un film nihiliste. Ouais. Et en fait pour moi c'est exactement ça, c'est que derrière tout son côté, son personnage pathétique, ces petits moments un petit peu rigolos aussi, parce qu'il y a des moments qui font franchement rire, même si le film est abject et atroce, ce qui fait que j'apprécie ce film, c'est qu'il nous ramène vraiment, même nous spectateurs, à l'état de viande en fait. Il y a tout le temps en dehors du cannibalisme, il y a quand même un parallèle qui est tout le temps fait entre la chair humaine, notamment la chair des femmes, et la viande, la chair des animaux. Par exemple, la première scène, c'est le personnage principal, Kai, massacre toute une famille, sauf une gamine qui d'ailleurs le poursuivra ensuite. Et juste après ce massacre où il a vraiment découpé des gens et c'est un bain de sang, le plan suivant c'est lui en train de découper des grenouilles dans un restaurant. D'ailleurs, trigger warning, il y a des vrais animaux qui sont vraiment tués dans le film, voilà. Oui. Donc notamment des poules et des grenouilles et un rat aussi je crois. Ouais. Donc bon bref, si vous avez un problème avec ça, on préfère vous prévenir. Et en fait, entre le cochon qui va être découpé, le fait qu'il découpe ensuite sa patronne, le fait même qu'il se masturbe dans de la viande et qu'ensuite il va aussi violer des femmes. Donc il y a un rapport très charnel et le film nous renvoie à l'état de barbac. Désolé, on est de la barbac aussi. Et il y a d'ailleurs un truc entre le prédateur et la proie, un jeu qui est un ping-pong permanent. C'est-à-dire que effectivement le personnage de Kai est un prédateur, mais il est aussi une proie parce que quand il se balade dans la jungle, en fait il va tomber nez à nez avec un guépard et dans ce cas il devient une proie. Il va être très raciste avec la population autochtone, mais en même temps il va subir le racisme des blancs. Il va être molesté, enfin malmené en tout cas par sa patronne, et ensuite il va effectivement l'agresser et la tuer et la découper. Et en fait il y a tout le temps ce ping-pong permanent entre qui est la proie, qui est la victime, qui est celui qui va poursuivre l'autre. Et d'ailleurs c'est pas pour rien qu'il est poursuivi par la gamine qui est, enfin une femme qui est la fille de ses anciennes victimes, comme si un peu le truc se retournait contre lui.
Et en fait, effectivement, il est poursuivi par celle qui l'a... il a tué ses parents devant ses yeux, voilà. Donc il y a un petit peu un inversement des valeurs comme ça. Et on dirait que c'est un peu une chaîne des oppressions. Et ce que le film nous raconte, enfin en tout cas pour moi, c'est que personne ne gagne à la fin. De toute façon, on finit tous les personnages finissent par crever. Et il y a pas d'issue possible. Et aussi le virus qui est très agressif. Il y a une scène d'ailleurs d'autopsie, t'en as parlé Lily, qui est formidable. Moi je la trouve incroyable. Génial. Qui nous renvoie aussi au fait que celui qui gagne à la fin, c'est le virus Ebola, quoi. On peut pas faire grand chose contre cette menace-là. Moi je m'y connais pas du tout en autopsie, mais on découpe pas le visage des gens. Non, absolument pas. Non, c'est juste, c'est un plaisir. Voilà, c'est un vrai plaisir de cinéphile de voir ils sortent les organes comme ça, tout fondu, c'est absolument dégueulasse. Moi, je l'ai vu en plus sur grand écran. Je me suis dit, oh là là, Romain Oulès, il doit kiffer ce truc. Et vraiment, j'ai adoré cette scène d'autopsie. Je la trouve sublime. On en a beaucoup parlé après le film de cette scène d'autopsie. Et du coup, tu parlais du personnage de la petite fille là qui finit par grandir et qui retrouve Kay. Moi, je trouvais que c'était un peu un des points noirs du film, ce personnage-là. En fait, je trouvais qu'il va un peu nulle part. Oui, il a pas, en plus elle a un super pouvoir un peu nul, quoi. Elle peut reconnaître son agresseur 15 ans après à l'odeur à 15 mètres. C'est vrai qu'elle est plus un prétexte en fait. Je trouve que c'était dommage. Moi j'aurais bien aimé que déjà qu'elle ait une conclusion, parce qu'en fait on la voit juste pendant 20 minutes, on lui dit ce mec là si t'es en contact avec ses fluides corporels, tu vas choper sûrement Ebola. Elle le retrouve, elle le mord, et du coup forcément au moment où elle le mord, tu dis mais pourquoi tu fais ça? C'est intéressant qu'elle le morde dans un film où on mange de la chair humaine et que c'est comme ça qu'on s'infecte. Oui. Là, limite, elle le bouffe cru, quoi. Il y a un truc... Elle s'en fout du virus, elle va juste le bouffer. Elle va juste se venger. Là, elle reprend le pouvoir, en fait. C'est un signe de « je t'emmerde », vraiment. Le doigt d'honneur ultime. Et en même temps, il lui a tout pris, donc peu importe. Hein, peut-être. C'est ça. Ouais. Faire un beau doigt d'honneur, en fait, avant de partir, quoi. Moi, je m'en fous de ton virus, je m'en bats les couilles, je t'agresse. Ouais, mais c'est pas comme ça qu'en plus qu'elle réagit pas comme ça, visiblement, parce qu'elle dit ah bah non, je l'ai mordu, mince. T'as les flics qui commencent à dire ah non, elle est infectée, ils reculent. Donc le personnage agit même pas un peu comme un espèce de badass, un peu genre avec la clope, en mode j'en ai rien à foutre, je t'ai mordu, mais on va te retrouver, tu vois. Pas du tout. Elle est juste la mordue, elle dit ah bah mince, et on la voit plus jamais du film. Je trouvais que c'était dommage. Je sais pas s'il y a un rapport avec la misogynie ambiante de ces films. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est, j'en ai pas forcément parlé tout à l'heure, mais la catégorie 3, c'est vraiment un des courants cinématographiques, si ce n'est le courant le plus ouvertement misogyne qui soit. Il y a aucun film où la femme sort grandie à la fin de l'histoire. Dans la catégorie 3, la femme clairement est une victime, quoi. Donc c'est vraiment pas dans ce type de film où il y aura des personnages féminins bien écrits, intéressants ou quoi, c'est juste des victimes, quoi. Alors, sauf dans Untold Story 2, où là, elle tue des gens. Oui, mais elle meurt à la fin. Donc, tu vois, elle est quand même punie. Putain, ça spoil. Elle est punie. Non, le film est pas très bon. Ça, c'est trop cool. Le film est pas très bon, mais pour rebondir sur ce que tu disais, en fait, Mylène, non, c'est classé comme une catégorie 3. T'as juste pas aimé parce qu'il y avait pas de pipi dans ce film. Non, c'est pas une question de pas de pipi, c'est une question que le film, en fait, pour une catégorie 3, il est juste ultra soft. C'est vraiment, on s'ennuie. Il est premier degré à fond, j'adore. Ouais. Non, c'est pas une question de pipi, non, c'est vraiment... Mais non, mais c'était tellement jouissif de voir une femme prendre le rôle de la tueuse. Pour une fois, c'était trop cool. Moi, j'ai vraiment passé un bon moment devant. Alors oui, il y a moins de scènes de viol, mais est-ce que c'est pas plus mal? J'ai envie de dire, je m'étais tartinée. Waouh, tu vois, enfin, moi, ça m'a fait du bien. Je juge pas au nombre de scènes de viol qu'il y a dedans. Voilà, très clairement, déjà, premièrement. Mais deuxièmement, Untold Story 2, c'est une suite opportuniste qui joue, en fait, sur le succès du premier film en te mettant Anthony Wong au casting. Anthony Wong qui joue complètement autre chose, parce que de toute façon, enfin, il peut pas forcément revenir pour le 2 quand on sait comment le 1 se termine. Là, il joue le rôle d'un flic. Et le principe d'un film de catégorie 3, c'est quand même d'y aller à fond dans tout ce qui est choquant, révoltant, dégueulasse et compagnie. Et dans Untold Story 2, très clairement, il n'y a rien. Enfin, il faut vraiment attendre le dernier quart d'heure pour qu'il se passe quelque chose. Et encore, c'est vraiment très très peu comparé aux autres catégories 3, quoi. Par contre, je te rejoins là-dessus, Mylène, c'est que le personnage féminin, enfin la méchante du film, elle est vraiment mortelle. Le seul truc, c'est que, encore une fois, c'est une chinoise et qui, du coup, on est toujours dans ce même truc de le méchant, c'est les Chinois, le méchant, c'est la femme, il faut
dans les deux cas, il faut que ça soit puni, quoi. Donc le film, pour moi, il est sans surprise, il est assez décevant, quoi. D'ailleurs, j'avais une question par rapport à Ebola Syndrome. Je sais plus si c'est dit clairement dans le film, mais il est hongkongais, Kay, ou il est d'une autre origine, c'est dit ou pas? Je me souviens pas. Je me souviens un peu, C'est pas dit. On sait pas trop en fait, il ment sur ses origines, on sait juste qu'il est pas originaire de Macao, parce que le film se passe à Macao. Ah non, c'est Untold Story qui se passe à Macao, pardon, autant pour moi, le film se passe en Afrique du Sud, pardon. Il a un passeport canadien, mais c'est un faux. C'est tout ce qu'on sait, je crois, sur ses origines. Et moi, j'avais une question pour Mathieu, du coup, comme t'as l'air d'être quand même plutôt calé sur la catégorie 3. Est-ce que le film, là, justement, il est pas un petit peu racoleur, cracra, en mode il y avait vraiment une épidémie d'Ebola et que du coup moralement c'est pas ouf parce que du coup ils essayent un peu de surfer sur un espèce de fait divers un petit peu dégueulasse pour essayer de rameuter des gens, tu vois. Comme je connais pas du tout Alors, en fait, non, mais vraiment c'est une bonne question parce que ce qu'il faut vraiment comprendre avec la catégorie 3, c'est que si tu cherches un semblant de morale dans un film de catégorie 3, tu peux chercher longtemps. C'est vraiment le but premier d'un film de catégorie 3, c'est encore une fois de pisser sur la morale. Et le producteur de Ebola Syndrome, c'est Wong Jing. Wong Jing, en fait, c'est un des plus grands producteurs de cinéma hongkongais. C'est un mec qui a aussi pas mal de liens avec les triades. Enfin bref, le mec est pas très très clair et il a absolument rien à foutre de la morale ou quoi que ce soit, quoi. La femme avec qui il était à l'époque, c'est Xing Miyo. Enfin, c'était Xing Miyo, je crois qu'ils sont plus ensemble. Mais c'est une actrice qui l'a fait tourner dans pas mal de trucs assez crapoteux. Donc vraiment, le mec, quand il a vu, je crois que c'était Alert de Wolfgang Petersen qui était sorti peu de temps avant, il s'est dit, bah tiens, ça serait une bonne idée de faire un mix entre Alert et The Untold Story qui est pas mal cartonné quand même. Au point que d'ailleurs, ça on a oublié de le dire, Anthony Wong à l'époque a eu l'Oscar, enfin l'équivalent hongkongais de l'Oscar du meilleur acteur. Pour un film de catégorie 3, faut quand même le faire, quoi. Et lui, dans sa tête, il s'est juste dit, voilà, on va mélanger Alert et The Untold Story, et poum, et ça fait un nouveau film, et puis voilà, quoi. C'est vraiment, il n'est pas allé chercher plus loin que ça, quoi. Donc il n'y a pas de délire un peu racoleur, il y a de l'argent à se faire sur Ebola, donc on va faire un film vite fait. Je pense qu'il y a pensé, hein. Je pense qu'il y a pensé. Enfin, vraiment, quand tu vois ce qui compose les films de catégorie 3 pendant la petite dizaine d'années où vraiment le truc a été à donf, il y a des trucs 100 fois plus racoleurs que Ebola Syndrome, hein. Enfin, des trucs vraiment impensables et infaisables de nos jours. Ebola Syndrome, encore une fois, c'est la porte d'entrée, c'est le chant du cygne, mais c'est aussi un des trucs les plus regardables, même si voilà, enfin, je mets des gros guillemets là-dessus, accessible, voilà, dans l'immense merdier que compose la catégorie 3, quoi. Mais parce que ce film-là, du coup, il a un peu un ton grotesque, un peu quasiment comédie noire, ou parce que... Ouais, parce que là, c'est vraiment... Il y a un côté cartoon, c'est-à-dire que il y a des fluides corporels dans tous les sens. Enfin, c'est le personnage principal, il est épouvantable, et en même temps, tu rigoles par rapport à toutes ces conneries, quoi, quand à la fin du film, il tient une gamine dans les bras, un choir dans l'autre, et qu'il crache sur toutes les personnes qu'il croise en hurlant Ebola. Enfin, moi, si t'es parvenu jusque-là, tu peux que rigoler, en fait. Oui. Moi, cette scène, ça m'a fait penser à toi quand t'as 14 ans et que tu joues à GTA et que tu fous la merde dans la ville, tu sais. Ouais, c'est ça. Il y a de ça. C'est vraiment un truc de sale gosse qui en a rien à foutre. Et encore une fois, on est en 96, donc on est un an avant la rétrocession. Et si vraiment les mecs ils se lâchent pas à ce moment-là, enfin ils le feront quand, tu vois. Donc c'est un défouloir. Quelle manière de se lâcher. C'est à propos avec Ebola Syndrome. C'est la fatigue. Mylène, toi, dis-nous tout. T'en as pensé quoi de tout ça? Alors, je l'ai pas détesté, je l'ai pas adoré. Je l'ai subi. J'ai pas du... C'est ça. Non, au début, vraiment, la première partie, je l'ai vraiment subi. Franchement, je me suis dit, j'ai vraiment les pires potes du monde. J'ai subi parce que voilà, j'ai vraiment, c'était compliqué à regarder. Et après, quand il y a eu tout le côté cartoonesque qui s'est mis en place, c'était déjà un peu moins compliqué. Mais du coup, il y a un deuxième truc qui s'est mis en place chez moi, c'est que j'ai un peu peur des germes. Et ça a bien fonctionné sur moi, ce film. C'est-à-dire que moi, vraiment, tous les ralentis sur les hatchoum et tout, ça me faisait peut-être encore plus peur que le reste. J'ai bien été débectée par le personnage, ça a aussi très bien fonctionné. Et pour le coup, le perso de la gamine qui est la survivante du massacre du début, qui, quand elle le voit, elle le sent, elle a envie de vomir.
moi, en fait, c'était vraiment ça. Il y avait un répulsif qui se créait avec Kai. Et je trouve qu'en fait, son perso est pas très bien traité, son arc est pas très bien fini. Mais par contre, ça illustre bien ce qu'on ressent face à Kai. Tout est fait pour qu'il nous débecte, pour qu'il nous dégoûte. On veut pas l'approcher. Même moi, en fait, tu me dis pas qu'il a Ebola. En fait, je veux juste pas l'approcher. Oui. Je veux pas qu'il touche ma bouche. Je veux pas qu'il me serve du thé. Je veux juste pas qu'il m'approche. Vraiment. Avant d'avoir Ebola. C'est ça. Et en fait, je trouve que ça, c'est vraiment au-delà de tous ces agissements. Je trouve que l'acteur, il est incroyable parce que vraiment, il arrive à mettre ça en place. Et ça, c'est oufissime. Et comme disait Amélie, il y a aussi tout un truc autour de la chair. Il y a quelque chose de très primitif. Lui, en fait, tout ce qui l'intéresse, c'est manger, baiser. Même si c'était juste une bouche d'égout, il le ferait. Il est vraiment obsédé par ça, il avance tout droit, peu importe ce qui se passe devant lui. Et d'ailleurs, on le voit, en fait, il sème le chaos, il s'en rend même pas compte jusqu'à ce que les flics le retrouvent, parce qu'en fait, il s'en fout. Du moment que lui, il survit et que tout se passe bien pour lui, que ses besoins sont satisfaits. J'ai plus le terme, j'ai perdu. Merci beaucoup. Que ses besoins sont satisfaits, et ben tout va bien pour lui. Et en fait, après, tout peut bien s'effondrer autour de lui, il en a rien à foutre. Et ça, je trouve que vraiment, c'est hyper intéressant. Donc, pour le coup, je suis d'accord avec Lily, on n'a pas du tout d'empathie pour ce perso. Même quand on va tenter de faire croire qu'il va avoir une famille, je pense que vraiment, il y a cette volonté-là de dire « Oh là, maintenant, il a de l'argent, il va vraiment se ranger. » Et en fait, on se rend compte que non. Il achète presque sa femme, l'enfant de sa femme, il en a rien à faire. Tu te dis à quel moment elle va mourir. Moi, j'avais tout le temps peur pour elle. Je me dis, franchement, on va pas s'en rendre compte, elle va canner. Et d'ailleurs, c'est un peu ce qui se passe. Bah oui, parce qu'en fait, il la tue sans faire exprès. Je trouve ça un peu marrant. Il l'étrangle sans faire exprès. Je suis peut-être bah c'est horrible en fait. Je trouve ça un peu rigolo comment non, mais en vrai ça suit ce personnage. Ouais. Tout est n'importe quoi en fait. Juste c'est le chaos. Et non, du coup je le trouve assez intéressant, même s'il y a des trucs qui me répulsent dans ce film. Mais je crois savoir, Mylène, que tu as aussi vu The Untold Story pas plus tard qu'il y a quelques heures. Du coup, j'aimerais bien voir ton avis. Oui, et ben j'ai beaucoup aimé et je pense que je le préfère à Ebola Syndrome. Parce que du coup, en vrai, même si j'ai vraiment aimé la mise en scène, encore une fois, des germes, tout ça, le côté cartoonesque, je trouve que Untold Story, il est vraiment glaçant. Et au-delà de tous ces petits trucs un peu d'humour qui peuvent être dans le film, franchement, il est hyper efficace. L'acteur, il est incroyable et j'ai trouvé ça cool aussi de le voir dans un autre registre. Parce que c'est vrai que quand j'ai vu Ebola Syndrome, je me suis dit, est-ce qu'en fait, il fait toujours des rôles comme ça, même s'il joue très très bien? Est-ce qu'il est toujours ridicule? Est-ce qu'il est toujours dans la surenchère? Et là, en fait, dans Untold Story, je me suis dit, waouh, là, on nous livre vraiment un autre registre, et j'ai trouvé ça hyper glaçant. Franchement, j'ai même été déçue de ne pas l'avoir vu avant Ebola. Il est dispo partout, Untold Story? Ouais, pour ceux qui nous écoutent, c'est bien de... Non, il est pas trouvable, en tout cas pas trouvable en France pour le moment, mais il me semble qu'il est dans les tuyaux de Spectrum Film. Okay. Parce que là ils sont en train de taffer sur une petite collection de catégorie 3 pour le moment. Il y a 2 films qui sont sortis en Blu-ray, Ebola Syndrome donc et Viva Erotica, qui là pour le coup est une comédie, mais je crois que dans les prochains films qui sont prévus il y a The Untold Story. Il n'est pas sur Shadows. Surtout que le 1 et le 2 ont été restaurés, donc possiblement ça pourrait sortir en Blu-ray en France. Si ça sortira chez Spectrum ou dans le pire des cas chez Vinegar Syndrome, qui sont aussi habitués de ce genre de sorties pour les Américains et tout, s'ils n'ont pas peur du dézonage, voilà quoi. C'est bien de le dire parce qu'en effet, on parle beaucoup de ce film et du coup, moi, j'irai le voir après parce que je l'ai pas vu en fait. Moi aussi, je l'ai pas vu, ça m'intrigue. Vous le vendez bien. C'est ça, en fait, c'est un peu un épisode spécial en mode on parle d'Ebola Syndrome, mais en fait, on parle de Untold Story à la place. C'est Ils sont liés, hein, ces 2 films. En fait, c'est ça, mais moi, je savais pas, en fait, tu vois, c'est en vous écoutant que j'ai capté que c'était quasiment un diptyque, voire même trilogie de ce que j'ai capté, puisqu'il y a le 2. Alors, je vais peut-être un peu trop loin, Mathieu, retiens-moi si c'est le cas. Moi, pour moi, c'est un peu le même principe que Evil Dead et Evil Dead 2. J'allais exactement dire ça. Tu sais que j'y ai pensé quand je l'ai vu. Quand je l'ai vu, j'ai pensé à la même chose, Lily. Alors, moi, j'y ai pensé aussi, mais tout à l'heure, je suis tombé sur une interview d'Hermanio qui disait qu'en fait, non, il n'avait pas pensé du tout comme un remake. Pour lui, c'était vraiment 2 histoires différentes, mais qui partaient d'un même point de départ, mais qu'il l'envisageait complètement différemment, quoi. Il retourne encore une fois avec Anthony Wong parce que tous les deux ils s'adorent, mais en fait, il le traite totalement différemment, même si voilà, ça reste quand même une catégorie 3 et que il y a un côté plus cartoon que le premier. Mais le rapprochement entre ces 2 films-là et Evil Dead 2, ouais, je le trouve assez juste. Ok, d'accord. Et ben voilà, ce sera, je pense, le mot final pour les avis. À part toi, du coup, Mathieu, c'est ton moment. Ah bon, écoute, je vais faire court. Enfin, je pense qu'on en a déjà bien parlé. Oui, c'est ça. T'as eu ton moment pour te préparer, mais si tu veux y aller, c'est l'instant ou jamais là. Non, mais écoute, gloire à Anthony Wong, gloire à la catégorie 3. C'est vraiment le type de film qu'on pourra plus faire aujourd'hui parce que
si on se tourne vers Hong Kong, enfin c'est un cinéma qui est quasiment mort en fait, parce que l'âge d'or est clairement fini. Enfin, il faut que pour que le film puisse sortir correctement, il faut qu'il passe le cap de la censure chinoise. Et là, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc, il y a quand même malgré tout quelques petites catégories 3 qui sortent de temps en temps. Il y a quelques années en arrière, il y avait The Sleep Curse, je crois, avec Anthony Wong, encore une fois réalisé par Hermanio. Mais voilà, comparativement à ce qu'il a pu faire auparavant, même si c'est toujours la Dream Team, le résultat il est un petit cran en dessous quand même, qu'on n'est plus non plus dans l'âge d'or des années 80-90. C'est vraiment un cinéma qui est tout ce qu'il peut y avoir de pire pour un spectateur qui aime pas forcément les films un peu foufou. C'est outrancier, c'est ultra violent, c'est raciste, c'est misogyne, c'est dégueulasse, c'est vraiment la catégorie 3, c'est un trigger warning puissance 1000 quoi. Mais par contre, si vraiment on commence un petit peu à creuser là-dedans et qu'on se donne un petit peu l'effort de replacer les films dans leur contexte, il y a des choses qui sont vraiment vraiment excellentes dedans, sachant qu'il y a aussi pas mal de grands réalisateurs qui ont fait leurs premières armes dans les films de catégorie 3. Voilà, enfin on a tendance à l'oublier, mais à toute épreuve, c'est un film qui est classé catégorie 3, alors que c'est considéré à juste titre, je pense, comme un des plus grands, si ce n'est le plus grand film d'action au monde. Ringo Lam a fait de la catégorie 3 avec un film qui s'appelle Full Contact, avec Chow Yun-fat, avec Simon Yam et Anthony Wong, encore une fois. Voilà, enfin enfin ça c'est un truc qu'on cite assez souvent, mais il y a pas forcément que les trucs dégueulasses ou sexuels qui peuvent faire qu'un film est classé catégorie 3. Il y a aussi des trucs qui en disent quand même long sur la société hongkongaise de l'époque. Par exemple, un film comme Happy Together de Wong Kar-wai, à l'époque de sa sortie, il a été classé catégorie 3. Pourquoi ? Parce que ça parle d'homosexualité masculine, et ça, à Hong Kong, en fait, on n'aime pas trop. Les personnages de gays dans les films de catégorie 3, c'est souvent des caricatures, quoi. Des caricatures extrêmement grossières. Il y a pas mal de sujets qui font que pour la censure de l'époque, parce que voilà, même si un film est labellisé catégorie 3, ça veut pas dire qu'il n'est pas censuré. Il y a toujours de la censure. Dès que ça parle de politique, dès que ça critique un petit peu le régime, dès que ça parle de fantômes, de croyances, de vaudou, ce genre de trucs, en fait, ça, la censure chinoise, ils aiment pas du tout. Donc voilà, c'est des films qui sont pour moi des espèces de radiographie extrêmement pertinente, même si amorale et dégueulasse et tout ce qu'on veut, à un moment T dans l'histoire d'un peuple qui était totalement angoissé par rapport à ce qu'il allait se prendre dans les dents en 1997 au moment de la rétrocession. Donc voilà, enfin je peux pas décemment le conseiller, je peux pas encourager les gens à regarder la catégorie 3, mais il y a quelques titres comme ça qui sont des marqueurs des marqueurs temporels, des trucs sur lesquels il faut se pencher un minimum, quoi. Story of Reiki, Ebola Syndrome, The Untold Story, Run and Kill, Red to Kill, qui est peut-être le pire d'entre tous, Chinese Torture Chamber Story, qui contient une des scènes les plus folles de l'histoire du cinéma. Enfin voilà, il y en a vraiment. Man Behind the Sun, qui alors lui, peut-être il faut vraiment s'accrocher, quoi, parce qu'il est. Il faut être vraiment accroché. C'est une erreur que j'ai épouvantable. Il m'a bien fait mal lui aussi. Et sinon, il y a des très très beaux films. Si on va un petit peu du côté du cinéma érotique, il y a par exemple toute une saga qui s'appelle Sex and Zen, qui est très très drôle, mais qui en même temps est très très bien réalisée, avec des acteurs en roue libre et voilà. Si vous aimez toute la folie du cinéma hongkongais, il y a quand même à boire et à manger dans la catégorie 3, mais quand les mecs se donnent les moyens, vraiment, il y a des petits chefs-d'œuvre dans leur genre qui se cachent là-dedans, quoi. Et si ça vous intéresse, ces films, ils ont aussi fait des enfants légitimes, illégitimes, hein, ça dépend, mais encore aujourd'hui, il y a des sortes d'hommages qui sont faits à ce genre de films. Si vous voulez rentrer dedans, c'est peut-être aussi une autre porte d'entrée. Tu vois, je pense à The Sadness, qui est sorti l'année dernière. Tout à fait. Ouais. The Sadness, qui est un film taïwanais, un film où un virus se répand, façon Covid. C'est un variant d'un ancien virus qui circule, etc. Il y a un truc, c'est quoi, Safe Home? Non, c'est quoi le titre? Dream Home, qui Dream était Home. sur Shadows, je sais pas s'il y a encore, qui est hongkongais, il me semble.
c'est un film plutôt récent sur en fait à Hong Kong, une fille qui n'arrive pas à trouver d'appart parce qu'il y a vraiment une vraie crise de l'immobilier et du coup elle se dit qu'elle va buter les gens pour pouvoir louer leur appartement et le film est très très sympa si vous aimez les mises à mort un peu gore et créatives. Et il est sorti en Blu-ray en France. Petit sous-texte politique, mise à mort sympa, donc il y a ça, Dream Home t'as dit ? Ouais, exactement, Dream Home. Sadness si vous aimez les zombies un peu trop libidineux. On dira pas plus. C'est une folie que ce soit sorti sur grand écran, c'est d'ailleurs en France, hein, on remercie ESC. Donc voilà, c'est des films qui ont marqué clairement une génération de cinéastes qui est en train d'arriver là, et ça promet quand même du lourd. De son côté, Ebola Syndrome, il est sur Shadows, on l'a déjà dit. Il est aussi sorti en Blu-ray, mais il est épuisé chez Spectrum Films. C'est aussi dispo chez Vinegar Syndrome, si vous en foutez des sous-titres en anglais. Sachez juste aussi qu'il y a une édition DVD qui est sortie, je crois, il y a une dizaine d'années en arrière, peut-être un peu plus, qui est un truc en carton, c'est en format slim et c'est rouge. Alors, si jamais vous tombez dessus dans les trucs d'occasion ou quoi, ce qui devrait, je pense, arriver, parce que pas mal de personnes ont vendu ce genre de truc quand le Blu-ray de Spectrum est sorti, sachez que cette version en fait en DVD est censurée. Donc voilà, tous les moments les plus cracra à base de pipi, à base de trucs gore et d'autres saloperies, en fait, tout ça sauté. Donc sachez que voilà, il y a 2 minutes, je crois, de mémoire qui manquent. Si vous pouvez le voir en version longue, c'est quand même un peu mieux. Oui, pour avoir l'expérience totale en 4DX d'Ebola Syndrome. C'est la fin de cet épisode. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à tous d'avoir tenu jusque-là, parce que comme on l'a dit au début d'épisode, c'est un film un peu compliqué à évoquer. C'est un film assez spécial. On espère quand même que ça vous aura plu. On espère que si vous allez le voir, vous nous en voudrez pas. Voilà. Mais on espère que vous allez passer un bon moment quand même. Un moment agréable en famille avec vos potes, autour d'un bon repas. Merci Mathieu. Merci à toi. Merci Amélie. Pardon. On est désolé. On est désolé. Mais merci Mylène. Bon appétit. Mais merci Lily. Je ne suis jamais désolée. Ici on assume. Et bien sûr merci Dario. Merci à toi Romain. Retrouvez-nous sur tous les réseaux sociaux, Jumpscarecast sur Twitter et Instagram, sur Spotify, Google Podcast, Podcast Addict, Apple Podcast. On est plus ou moins partout maintenant, même YouTube, on le redit. N'hésitez pas à nous liker, lâcher des commentaires comme on dit. On est là, on répond et on sera très content de vous lire. En attendant, on se dit à la semaine prochaine. Salut. Ciao.